Aujourd'hui, j'ai merdé en essayant de paraître mystérieux lors d'un premier rendez-vous et j'ai fini dans un rapport de police. Ça s'est passé il y a un mois. Mes amis ont physiquement honte pour moi quand je raconte cette histoire en vrai, donc je la mets sur internet. Bah, comme on doit tous le faire, bien sûr. J'ai rencontré Elena par des amis en commun. Elle est décoratrice d'intérieur, elle voyage, elle lit, elle a des avis sur le vin. Moi, je mange des pâtes 3 fois par semaine et je considère que c'est déjà un trait de personnalité. Il faut pas juger. Un ami m'a donné un conseil. Sois un peu mystérieux. Ne révèle pas tout de suite. Les femmes aiment le mystère. C'est fou. Sois toi-même. Arrêtez vos conneries. Moi, un homme sans aucun mystère, dont le hobby le plus intéressant consiste à regarder des documentaires sur la construction de ponts, trouvais que c'était une excellente idée. Non, t'aurais dû parler de la construction des ponts. C'est tout. On se donne rendez-vous devant un café à 19h. J'arrive à 18h50, normal. Et là je me dis, les gens mystérieux ne restent pas plantés devant l'entrée comme un videur. Les gens mystérieux apparaissent. Donc je décide d'attendre au coin de la rue et de me montrer quand elle m'enverra un message. Elena m'écrit à 19h01. Je suis là, t'es où? Je commence à sortir du coin de la rue. Et exactement à ce moment-là, une femme sort en courant de l'immeuble d'en face et hurle à travers toute la rue. Il est là au coin, je l'ai vu! Il s'avère que pendant que je restais planté là à faire le mystérieux, la voisine a pensé que j'étais en train de repérer l'immeuble. Elle a appelé la police. 2 fois. Je sors du coin de la rue, et je tombe directement sur 2 policiers et Elena, bouche ouverte. J'explique la situation pendant environ 15 minutes. Un des policiers prend des notes. L'autre essaie de ne pas rire et échoue clairement. La voisine est à côté en train de me fixer avec une indignation totale. Elena ne dit rien. Puis un des policiers demande. Donc vous étiez juste en train d'attendre un rendez-vous? Oui. Au coin de la rue? Oui. Pour faire mystérieux? Oui. Le deuxième policier éclate de rire, à voix haute, en uniforme, en service. On nous laisse partir. La voisine rentre chez elle, clairement pas satisfaite. Elena et moi, on reste sur le trottoir. Elle me regarde et dit, bon, on peut dire que tu es mystérieux. On est quand même allé au café, je lui ai parlé de documentaires sur la construction de ponts. Eh ben voilà. Elle a écouté pendant 40 minutes, et elle m'a même posé des questions. Qu'est-ce que j'ai dit? Troisième rendez-vous jeudi. La voisine me regarde toujours avec suspicion à chaque fois que je passe devant. Je lui fais un signe de tête. Elle ne répond jamais. J'espère que les policiers qui arrivent va bien. Bien sûr qu'il va bien, c'est bien foutu de ta gueule d'imbécile. Soyez vous-même, je vous ai dit. Aujourd'hui, j'ai merdé en pensant pendant 25 ans que c'était normal de ne pas pouvoir ouvrir les yeux le matin. Depuis que je suis enfant, il me faut un temps interminable pour sortir du lit. La lumière du jour qui passe par la fenêtre me paraît tellement forte que je n'arrive même pas à ouvrir les yeux correctement, juste à les plisser. Il me faut entre 20 et 30 minutes à cligner des yeux, les garder à moitié fermés, parfois tâtonner complètement à l'aveugle avant d'être réveillé. Ma mère m'a toujours dit que c'était normal, que ça prenait du temps de s'habituer à la lumière le matin, et qu'il fallait un moment pour être vraiment réveillé. Du coup, j'ai organisé toutes mes matinées autour de ces 20 minutes à cligner des yeux et essayer de ne pas me rendormir. Aujourd'hui, j'ai 27 ans, donc pour moi, ça a toujours été comme ça. Je mets même un deuxième réveil environ 1 heure avant l'heure à laquelle je dois vraiment me lever pour avoir le temps de me réveiller, quitte à me rendormir un peu. J'ai maintenant un enfant en bas âge qui dort très mal, donc les matins sont encore plus compliqués. On peut comprendre. Un matin, j'ai pris une photo de moi avec les yeux plissés, un peu de travers, parce qu'un côté s'ouvre légèrement plus que l'autre, pour montrer à un ami à quel point j'avais l'air épuisé au réveil. Elle m'a demandé pourquoi mes yeux étaient comme ça. Je lui ai répondu que je n'étais pas encore habitué à la lumière. Elle était encore plus confuse. J'en ai parlé à d'autres amis et j'ai fait quelques recherches sur internet. Et en fait, ce n'est pas normal. La plupart des gens ouvrent simplement les yeux le matin. Bah oui, mais c'est quoi son problème à lui? Un ami m'a suggéré que je dormais peut-être les yeux légèrement ouverts. Je n'en étais pas sûr, mais j'ai remarqué que mon enfant dort parfois avec les yeux entrouverts. Donc ça semblait plausible que je fasse pareil. J'ai acheté un gel pour les yeux à utiliser la nuit et des gouttes pour le matin. Je les ai utilisés pour la première fois hier soir et ce matin. Comme d'habitude, je me suis réveillé avec les yeux sensibles et difficiles à ouvrir. Un peu moins que d'habitude grâce au gel. J'ai pris les gouttes, je les ai mises et j'ai ouvert les yeux immédiatement. Comme si j'étais réveillé depuis 1 heure. La lumière ne me gênait plus, j'avais les yeux grands ouverts et je me sentais totalement réveillé. Toute ma vie, je dirais que c'était normal et en fait, j'ai réglé un problème quotidien juste en dépensant une vingtaine d'euros. Maintenant, j'essaie de convaincre ma mère d'essayer les gouttes elle aussi. C'est à se demander combien de personnes ont des problèmes qu'ils pensent normal pour les autres, mais en fait, il n'y a que. Il y a un truc comme ça dans vos vies, demandez autour de vous, parlez-en autour de vous, parlez-en à votre médecin. Aujourd'hui, j'ai merdé en oubliant que les ascenseurs ne sont pas des espaces privés. Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer encore? Depuis 2 ans, je vais au bureau 3 jours par semaine. À chaque fois, ma journée commence dans un ascenseur pour monter au 14e étage et se termine dans ce même ascenseur pour redescendre au rez-de-chaussée. Entre les deux, je l'utilise aussi pour aller déjeuner ou sortir. Et à chaque fois que j'y suis allé, j'étais seul. Systématiquement. Mais pas cette fois. Du coup, j'ai pris l'habitude de faire n'importe quoi dedans, comme si c'était mon espace perso. Parfois, je danse sur la musique dans mes écouteurs. Si c'est Lil Wayne, je fais des gestes comme si je lançais de l'argent. Si c'est Benson Boone, je fais de la guitare imaginaire et je chante à voix haute. C'est tout le moment où il monte dans les aigus sur Please dans Beautiful Things. Ok. Ça fait 2 ans que je fais ce genre de truc, y compris danser n'importe comment, me regarder faire, puis rire tout seul en me disant mais t'es vraiment débile. Aujourd'hui, je prends l'ascenseur comme d'habitude. Encore une fois, seul. Je me regarde dans le miroir et je commence à prendre des poses comme dans un concours de bodybuilding. Je me mets à dire à voix haute, regarde-toi, ouais, gros bonhomme, change de pose, les muscles, la définition. Vous aussi vous faites ça. Puis les portes s'ouvrent. Je me fais un petit geste avec les doigts vers le miroir, je reprends mon sérieux et j'entre dans le bureau comme si de rien n'était. Je sais que ça peut paraître ridicule, mais je ne ferai jamais ça en public. Ces petits moments me permettent juste de décompresser, parce que dans la vie de tous les jours, je suis plutôt réservé. En dehors de cet ascenseur, personne ne pourrait imaginer ça.
Au travail, je suis très carré. Je parle d'objectifs, d'ordre du jour et de cycle de produits. Je dis bonjour à tout le monde, je souhaite une bonne soirée, même à la sécurité. Sauf qu'aujourd'hui, en partant un peu plus tôt que d'habitude, l'agent de sécurité m'a vu de loin en me dirigeant vers la sortie. Et je te jure qu'il a crié mot pour mot. Gros bonhomme du campus! Je suis devenu rouge instantanément. Je lui ai dit pardon. Il a répondu ah non désolé, je parlais à mon collègue. Ah bonne soirée. Et il me fait un petit geste avec les doigts. Franchement, ils peuvent me virer, je m'en fiche. Je ne remets plus les pieds au bureau tant qu'il travaille encore là-bas. Ah, c'est qu'il doit avoir accès aux caméras de l'ascenseur. Méfiez-vous. Aujourd'hui, j'ai merdé en devenant accidentellement l'autre fille, la maîtresse, et en tombant complètement nu devant sa copine. Nice. Donc moi, une femme de 23 ans, je match avec un mec, Ryan, 26 ans, sur Hinge. Rien d'anormal, on discute quelques jours, il est drôle, un peu flirt, sans en faire trop. Il m'invite chez lui. J'hésite environ 2 secondes avant d'accepter, parce que je prends toujours d'excellentes décisions. J'arrive chez lui, l'appart est propre, ça sent bon, aucun signe suspect. On discute, on rigole, et de fil en aiguille, on se retrouve dans son lit. À ce moment-là, je suis convaincu à 100% qu'il est célibataire. Rien ne laissait penser le contraire. Un peu plus tard, on est juste là à parler de tout et de rien, moi à moitié sous la couette, tranquille. Et là j'entends la porte d'entrée s'ouvrir. Pas de coup à la porte, pas de message j'arrive, juste des clés dans la serrure. Mon estomac se noue. Je le regarde et je lui dis, tu attends quelqu'un? Son visage change complètement et il me dit, attends. Attends? Avant même que je comprenne, une fille entre dans la chambre. Elle s'arrête net et nous regarde tous les deux. Le temps se fiche littéralement. Moi, à peine couverte. Lui, comme s'il allait disparaître sur place. Et elle dit juste, c'est qui elle? Je panique instantanément. Je me lève en catastrophe parce que je veux juste partir. J'attrape le drap et j'essaie de m'enrouler dedans comme je peux. Lui parle en même temps. Il dit nos 2 prénoms comme si ça allait arranger quoi que ce soit. Bébé, attends, je peux expliquer. Bébé? Première nouvelle. J'essaie de descendre du lit rapidement. Mon pied se prend complètement dans le drap et au lieu de sortir dignement, je tombe face contre terre, entièrement nu sur le sol. Silence total. J'avais envie de disparaître. La fille me regarde une seconde et me dit « Ça va ?» Et bizarrement, ça rend la situation encore pire. Pourquoi est-elle gentille? Elle m'aide à me relever, je n'ose même pas la regarder. Je tiens le drap comme si ma vie en dépendait. Lui derrière continue avec son « C'est pas ce que tu crois ». Ce qui est absurde parce que c'est exactement ce que ça a l'air d'être. Moi je répète en boucle « Je ne savais pas, je te jure » comme un robot. Et elle hoche la tête comme si elle me croyait plus que lui, ce qui est compréhensible. Je récupère mes affaires le plus vite possible, toujours à moitié enveloppé dans le drap parce que je n'arrive plus à coordonner quoi que ce soit et je pars sans même m'habiller correctement. Mode survie. Il m'envoyait un long message d'excuses plus tard. Bloqué immédiatement. Mais il y a encore des moments où je repense à l'instant précis où je me suis étalé par terre devant sa copine. J'ai l'impression que mon âme quitte à nouveau mon corps. Edith, je viens de réaliser que j'ai laissé une de mes boucles d'oreilles là-bas. Elle est à sa copine maintenant, j'imagine. Mais vous, arrêtez de tromper. Arrêtez, bande d'insolents. Aujourd'hui, j'ai merdé en coupant court aux avances du jeune collègue. Ça s'est passé hier soir et là, je suis à mon bureau avec l'impression d'attendre que quelque chose m'explose à la figure. Je suis quelqu'un de banal, 32 ans, marié avec une femme qui est clairement au-dessus de moi, et on a une vie simple et tranquille. Comment ça, au-dessus de toi? C'est exactement ce que je veux. Je vis au travail, je fais mon boulot, je rentre chez moi. Je n'ai ni l'envie ni le besoin de gérer du drama. Il y a environ un mois, on a recruté une nouvelle collègue que j'appelle K. Elle a 18 ans, elle sort tout juste de l'école, très énergique. Et pour une raison que j'ignore, elle a décidé de s'intéresser à moi. Ben alors, on a du charme à ce que je vois. Au début, je pensais qu'elle était juste sympa, mais ça a rapidement dépassé ça. Par exemple, je retrouvais des petits cœurs dessinés sur mes bloc-notes quand je les laissais dans la cuisine. Ah ouais, non là, c'est chaud quand même. Là, elle me fixait en permanence. Je travaille, je sens qu'on me regarde. Je lève les yeux et c'est elle. Et dès que je la regarde, elle rougit. Un collègue en vente a fait une blague en disant qu'elle était ma femme du boulot. Et elle a complètement joué le jeu. Elle a commencé à signer des notes avec FDB. C'était extrêmement gênant. Le pire, c'est quand je parlais avec un collègue du fait que je voulais des enfants avec ma femme. K, qui faisait semblant de ne pas écouter, intervient et dit: moi j'ai toujours pensé que je ferais une super belle-mère. Franchement, je réponds quoi à ça? Ma stratégie avec le recul, assez mauvaise, c'était d'insister lourdement sur le fait que j'étais marié. Je mentionnais ma femme tout le temps en espérant qu'elle comprenne le message. Ma femme et moi on a vu ce film, ma femme a préparé mon déjeuner. Je pensais que c'était clair, ça ne l'était pas. Et donc voilà ce qui s'est passé hier soir. Il est tard, on est tous les deux seuls au bureau à finir un projet. C'était silencieux. Elle m'apporte un café que je n'ai pas demandé, et elle fait ce geste où ses doigts restent dans les miens un peu trop longtemps quand elle me le donne. Je retire ma main. Elle me regarde très sérieusement et me demande: tu es vraiment heureux? Mais qui pose ça comme question? Et là c'était trop. D'habitude je suis patient, mais tout s'est accumulé d'un coup. Les semaines de malaise, de gêne, j'ai arrêté d'être poli. Je la regardais droit dans les yeux et j'ai dit: ma femme c'est tout pour moi. Ce n'est pas une question appropriée au travail, et ce n'est pas un sujet de discussion. Je m'attendais à ce qu'elle soit gênée, qu'elle s'excuse. Pas du tout! C'est comme si j'avais appuyé sur un interrupteur. Son sourire, son énergie, tout a disparu. Son visage est devenu complètement neutre. Elle m'a regardé une seconde et a juste dit: d'accord. Une voix complètement froide. Le reste de la soirée a été un silence total. Probablement l'heure la plus inconfortable de toute ma carrière. Aujourd'hui, c'est comme si je travaillais à côté d'une inconnue. Une inconnue très énervée. Elle ne me regarde plus. L'ambiance est tellement tendue que ça en devient oppressant. Je ne suis plus face à une jeune collègue avec un crush. Je suis face à une femme en colère avec qui je dois travailler tous les jours. Mon erreur, ça a été de penser qu'être direct allait régler le problème. J'ai plutôt l'impression d'avoir rendu la situation 1000 fois pire. Et maintenant, je suis juste là à rejouer la scène dans ma tête. Persuadé qu'elle va aller voir les ressources humaines et dire que c'est moi qui avais un comportement Vas-y toi! Vas-y toi! Maintenant! Pourquoi t'es dit: ah peut-être qu'elle va aller. Vas-y maintenant! Dis tout! Mets-toi à l'abri. Imagine, elle dit: ouais, tu l'as harcelé. Oh là là, mais vous êtes des ouf!
Aujourd'hui, j'ai merdé en me faisant tatouer ma mère en bikini. Non, je recommence, j'ai mal lu. Aujourd'hui, j'ai merdé en me faisant tatouer ma mère en bikini. Mon père est décédé il y a quelques mois. On était très proches et il me manque énormément. Il avait plusieurs tatouages, mais il y en a un en particulier dont je me souviens très bien. Un tatouage style pin-up, une femme avec une jupe hawaïenne et un soutien-gorge en noix de coco sur le mollet. Je l'aimais bien, même s'il n'était pas très bien réalisé. Avec les années, les couleurs avaient presque disparu. Je me souviens aussi que mon père nous laissait parfois recolorier le tatouage avec des feutres quand il voulait faire une sieste et nous occuper. Ma mère n'a jamais aimé ces tatouages sans que je comprenne vraiment pourquoi. Enfin, jusqu'à maintenant. Un jour, environ 2 semaines après son décès, je me baladais en ville et je suis passé devant un salon de tatouage. Et sans trop réfléchir, je suis ressorti avec exactement le même tatouage que lui. La femme avec le soutien-gorge en noix de coco. Le tatoueur a fait un excellent travail, j'étais très content du résultat. Jusqu'à ce que je rentre chez moi pour le montrer à ma mère. Ma tante, la sœur de mon père, était là et elle s'est mise à rire sans s'arrêter. Ma mère, elle, avait l'air complètement choquée. Ce n'était pas du tout la réaction à laquelle je m'attendais. Je ne comprenais pas ce qui se passait jusqu'à ce que ma tante me dise: eh bien, maintenant tu as ta mère sur toi pour toujours, en tenue légère. Bien joué! En résumé, mon père s'est fait ce tatouage environ 1 an après le début de leur relation. Ma mère portait cette tenue lors d'une soirée, une photo a été prise et il s'en est servi comme modèle pour le tatouage quelques semaines plus tard. Parfait, vraiment parfait. J'étais un peu surpris parce que ma mère a toujours été blonde alors que la femme du tatouage a les cheveux noirs. Mais apparemment, elle a eu une période où elle se teignait en noir pendant quelques mois. Ma mère a toujours détesté ce tatouage. À l'époque, ils ont failli se séparer à cause de ça. Et elle lui avait fait promettre de ne jamais raconter l'histoire derrière ce tatouage à qui que ce soit. C'est pour ça que je n'en savais rien et je n'ai jamais posé la question. Je pensais que c'était juste un tatouage qu'il a fait pendant un voyage et maintenant, un tatouage de ma mère en soutien-gorge en noix de coco. Super! Ma mère m'a dit que ce ne la dérangeait pas et qu'elle trouvait ça même un peu drôle maintenant. Je pense sérieusement à le faire enlever. Heureusement, il est sur les côtes donc je peux le cacher pour l'instant. Je n'ai vraiment pas envie de montrer au monde entier ma mère en bikini. Bah oui, mais ta mère n'aimait pas ce tatouage. Tu aurais dû demander à ta mère: hey, papa est mort, est-ce que tu peux me raconter pourquoi tu n'aimais pas ce tatouage? Non? Non? Aujourd'hui, j'ai merdé en allant au mariage de mon ex. Mais pourquoi vous faites ça, les gens? Mon ex m'a invité à son mariage. C'était inattendu, mais j'ai accepté. Sur l'invitation, il était précisé que seuls les couples mariés ou fiancés pouvaient venir accompagner. Ce n'était pas mon cas, donc je suis allé seul. Sur place, j'ai réussi à me rapprocher d'un autre mec célibataire. On est resté ensemble pendant la cérémonie pour éviter d'avoir l'air complètement à part. On s'est retrouvés séparés pendant le repas parce qu'on n'était pas à la même table. À ma table, il n'y avait que des célibataires. En discutant, on a vite compris qu'on avait tous un point commun. On était tous des ex de la mariée. C'était un peu étrange, on a préféré en rire en se disant que c'était sûrement fait exprès. Puis viennent les discours. Quand c'est au tour de la mariée, elle demande à tous ses ex de se lever. Donc on se lève. Oulala. Elle explique au reste des invités qu'on est les personnes avec qui elle est sortie au fil des années avant de finalement trouver l'amour de sa vie, son mari. Elle dit qu'elle est reconnaissante d'avoir partagé quelque chose avec chacun d'entre nous, puis elle me fixe et ajoute que peut-être pas avec tout le monde. Elle dit mon prénom et me demande de faire signe à tout le monde. Je fais un signe de la main comme un idiot. Et là, elle prévient toutes les femmes présentes de faire attention à moi parce que je lui ai littéralement uriné dessus. Oh my god! À ce moment-là, son mari se lève, pose la main sur le micro et lui dit quelque chose à l'oreille. Elle a l'air complètement perdue. Elle se rassoit sans rien ajouter. Le mari fait une blague gênée sur le fait que sa femme a peut-être trop bu de champagne et demande à tout le monde de se rasseoir. Le DJ enchaîne en demandant s'il y a aussi des ex du mari dans la salle, ce qui réussit à faire rire le public. La musique repart et tout le monde fait comme si rien ne s'était passé. Sauf moi. Ah bah... Dès que les lumières ont baissé pour lancer la soirée, je suis parti immédiatement. Mais donc, inviter tes ex déjà, ça fait un peu du style bon, eux ils sont nuls, mon mari est trop bien, même si elle a dit oui mais non, ils m'ont aidé à progresser et tout. Et lui, tu l'as invité pour dire qu'il t'a pissé dessus et donc c'est un connard quoi. Aujourd'hui, j'ai merdé en découvrant par accident le salaire de mon collègue et maintenant je n'arrive plus à m'empêcher de faire des calculs pendant les réunions. Ça s'est passé il y a 2 semaines et depuis ça me travaille en permanence. Je travaille dans un open space. Mon collègue Greg est assis juste en face de moi. Nos écrans se font face. Je n'ai jamais regardé son écran volontairement. Je tiens à le préciser. Parce que ce qui s'est passé était totalement accidentel et aussi totalement de sa faute. Greg s'est levé pour aller aux toilettes en laissant son ordinateur déverrouillé. Rien d'anormal. Sauf qu'il avait un PDF ouvert, zoomé à genre 400%. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un ferait ça, mais grâce à ça, je pouvais lire son écran à plusieurs mètres sans aucun effort. C'était sa lettre d'embauche, avec son salaire. Ok. En énorme. Il gagne environ 29 000 € de plus que moi. J'imagine 29 000 € par an. On a le même poste, la même équipe. Il a été embauché 8 mois après moi et c'est moi qui l'ai formé. Je lui ai appris à utiliser notre outil de gestion de projet. Je lui ai expliqué comment intégrer les nouveaux clients. J'ai passé 2 heures avec lui à détailler notre système de classement que, honnêtement, je ne maîtrise même pas totalement. Mais je faisais semblant parce que j'étais son référent. Il gagne environ 29 000 € de plus que moi. Depuis, je n'arrive plus à m'empêcher de faire des calculs. À chaque réunion, je compare. Réunion d'1 heure, lui gagne X par heure, moi Y. La différence entre nous deux. Assis dans la même salle à écouter quelqu'un qui parle des objectifs du 3e trimestre. C'est environ 14 € par heure. Chaque heure à côté de Y, je perds 14 € en valeur relative. J'ai même commencé un tableau. Oui, je sais que ce n'est pas très sain. Le tableau a des colonnes. Le pire, c'est que Greg est bon dans son travail. Ce n'est pas quelqu'un d'incompétent ou favorisé, il est efficace, agréable, et le vendredi il ramène des petits biscuits pour tout le monde. Il ne m'a jamais rien fait. C'est même devenu un ami. J'étais son anniversaire le mois dernier. Je lui ai acheté un cadeau, avec mon salaire inférieur. Non mais commencez pas à penser comme ça. J'ai retrouvé l'offre d'emploi pour son poste à l'époque. Il avait une fourchette de salaire. Elle commence à peu près à mon niveau et va jusqu'au sien. Donc techniquement, on est tous les deux dans la fourchette. Moi en bas, lui en haut. Même poste, 2 extrêmes. Je sais que je devrais négocier, je sais que je devrais en parler à mon manager. Je sais que la réaction adulte serait de défendre mes intérêts. Mais à la place, je suis en train de suivre en silence l'écart cumulé entre son salaire et le mien dans
un fichier que j'ai appelé Greg Data, protégé par mot de passe. Alors que personne n'aura envie de voir ça. On en est à environ 5600 € depuis que je l'ai découvert. 14 jours de travail. J'arrêterai de suivre quand j'aurai une augmentation, ou quand je craquerai. Et à ce stade, c'est du 50-50. Greg vient de me proposer un biscuit, je l'ai pris. Il était très bon. Et ça rend la situation encore pire. Mais oui, mais... combien de fois on va vous dire, discutez de vos salaires entre salariés. Si vous ne discutez pas de ça, le fameux non mais faut pas parler de ça et tout, c'est pas bien. Ça c'est faux. C'est propagé par le patronat pour garder les salaires pas équivalents pour qu'ils ne payent pas tout le monde pareil. Discutez de vos salaires avec vos collègues et vous allez vite comprendre que l'autre est un imbécile là-bas là. Celui qui est bien nul, il gagne plus que vous. Aujourd'hui, j'ai merdé en enregistrant pour rire une transaction à 28 millions au travail. Ouh là là, qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Je travaille dans un magasin d'alcool et comme on était le 26 décembre, c'était très calme. Vers la fin de mon service, moi et un collègue n'avons plus grand chose à faire. Pour passer le temps, j'ai commencé à scanner plusieurs fois une petite bouteille, comme si c'était un client qui en achetait énormément. Pour continuer la blague, j'ai ensuite scanné plusieurs fois une boîte entière de mini-bouteilles, environ 40 à 3 € pièce. Le total est rapidement monté à environ 2500 €. Mon collègue a alors eu l'idée d'aller chercher dans le système des bouteilles très chères déjà enregistrées. Il en trouve une à plusieurs milliers d'euros, presque 10 000 €, et met la quantité à 999, le maximum autorisé. À ce moment-là, le total tourne déjà autour de 8 à 9 millions d'euros et on est mort de rire. Puis il trouve une autre bouteille, autour de 20 000 € et remet la quantité à 999. Résultat, environ 25 à 28 millions d'euros. Et c'est là que ça dérape vraiment. Non, ça dérapait dès le début, mon gars. De mon côté, j'avais fait semblant d'aller jusqu'à l'écran final, juste avant la validation du paiement en espèces. À ce stade, il suffisait d'appuyer sur Entrée pour finaliser la transaction. Mon collègue ne s'est pas rendu compte que j'étais déjà à cette étape et il a appuyé sur Entrée. Résultat, une vente fictive de 28 millions d'euros en liquide enregistré dans la caisse. Je lui ai immédiatement demandé ce qu'il venait de faire, et là il a compris. Son visage a complètement changé. On a essayé d'annuler la transaction, et le système a une limite. On ne peut rembourser qu'un maximum d'environ 1 million d'euros à la fois. C'est pas assez. Donc impossible d'annuler les 28 millions d'un coup. J'ai dû faire des dizaines d'opérations de remboursement, chacune d'environ 1 million d'euros, jusqu'à ce que tout soit corrigé et que le stock repasse de moins 999 à 0. Sauf que dans les rapports de la journée, il y aura quand même environ 28 millions d'euros de vente et presque autant de remboursement. Ce qui va complètement fausser les statistiques, les graphiques et tout le reste. C'est sûr que 30 000 € journaliers, 28 millions moins 28 millions, ça va se voir. Ça va se voir. Et forcément, ça va remonter. Demain matin, je vais attendre ma responsable avant qu'elle arrive pour lui expliquer ce qui s'est passé et reconnaître qu'on faisait les idiots. Je sais qu'on est en faute et qu'on mérite une sanction. Ouais. Oui. Mise à jour. Ma responsable était forcément agacée et déçue, mais le pire qui puisse arriver, c'est un avertissement ou une mention dans notre dossier. Rien de plus grave a priori. Les gens, vous vous ennuyez au travail, mettez une vidéo YouTube, mettez virgule animal, mettez virgule Reddit, faites quelque chose, mais faites pas les imbéciles comme ça. Et si vous... Attendez, si vous avez fait une bêtise comme ça, mettez-le en commentaire. Aujourd'hui, j'ai merdé en apprenant sans faire exprès au chat de mon copain que montrer de l'affection, c'est lui mettre la patte dans la bouche. Le chat de mon copain s'appelle Magou. C'est une petite créature incontrôlable, adorable mais ingérable, avec une énergie très « je fais ce que je veux ». Plus tôt dans la journée, elle a tendu la patte vers moi, comme les chats le font, l'air de dire « tu m'appartiens ». Et là, sur un coup de tête complètement idiot, je lui ai mis la patte dans la bouche. Pas de manière dégoûtante, je n'ai pas mordu ni léché, c'était juste un geste stupide et impulsif. Oui, je sais, c'est sale. Je suis bien conscient qu'un chat marche dans sa litière, et ce n'était pas une décision totalement réfléchie. Oui, on est au courant. Bref, elle a immédiatement retiré sa patte avec une réaction du genre « mais qu'est-ce que tu fais ?» Ce qui est logique. J'ai pensé que c'était fini. Pas du tout. Moins de 5 secondes plus tard, elle tend l'autre patte, mais cette fois de façon beaucoup plus intentionnelle. Je rigole, j'ouvre à nouveau la bouche, visiblement je n'avais rien appris. Et là, elle enfonce volontairement toute sa patte dans ma bouche, comme si elle voulait vérifier quelque chose. Je m'étouffe un peu, elle a l'air satisfaite. Et là je comprends que j'ai fait une énorme erreur. Le problème c'est qu'elle n'a clairement pas compris pourquoi j'ai fait ça au départ. Pour elle c'est devenu « ah c'est comme ça qu'on montre de l'affection !» Comme une sorte de rituel. Et maintenant, elle essaie de le refaire. À chaque fois que je m'allonge, que je baille ou que j'ouvre un peu trop la bouche, elle est là, à observer. Déjà elle pense avoir découvert une nouvelle façon de créer du lien avec les humains. Cette méthode consiste à leur enfoncer la patte dans la bouche. Le pire, parce qu'il y a pire que ça. J'ai presque hâte de l'avoir tenté ça avec mon copain. Il n'est absolument pas au courant. Je visualise déjà la scène. Il baille tranquillement et d'un coup, il se retrouve avec une patte de chat dans la bouche. Je vis ce regard, elle attend clairement le bon moment. Aujourd'hui, j'ai merdé en expliquant très mal le métier de ma mère à la famille de mon copain. Qu'est-ce que t'as dit sur ta maman? Je suis brésilienne et à l'époque des faits, en 2013, je vivais en Irlande depuis environ 2 ans. Mon anglais était suffisant pour les conversations du quotidien, mais mon vocabulaire restait limité. C'est important pour la suite. Oui, je pense que c'est très important même. C'était la toute première fois que j'ai rencontré les parents de mon copain. Déjeuner du dimanche chez eux, rien de très formel, mais quand même un moment important. On venait juste de commencer à sortir ensemble, et je faisais très attention à être poli, agréable et surtout à ne pas dire de bêtises. Je ne connaissais pas encore vraiment leur famille, et même si je n'avais jamais personnellement subi de remarques en Irlande en tant que brésilienne, j'avais des amis à qui c'était arrivé, donc j'étais un peu sur mes gardes. On était tous à table en train de manger et discuter quand les questions classiques arrivent. D'où je viens, depuis combien de temps je suis en Irlande, si j'ai des frères et sœurs. Rien de compliqué, j'ai commencé à me détendre, un peu trop. Puis quelqu'un me demande « et ta mère elle fait quoi dans la vie ?» Ma mère est artisane, elle fait des travaux manuels, du scrapbooking, de la peinture, des créations faites main. En portugais on dirait simplement qu'elle travaille avec ses mains. Mon cerveau a pris cette expression, l'a traduite à la volée, très mal. Et avant même de m'en rendre compte, j'ai répondu calmement « elle donne du bonheur aux gens avec ses mains ».
La réaction était immédiate. Mon beau-père et le frère de mon copain ont éclaté de rire. Un rire hésitant, un rire instantané, incontrôlable. Mon copain aussi a rigolé, partagé entre le fou rire et l'envie de rester sérieux. Au moment exact où ils ont commencé à rire, j'ai compris ce que je venais de dire. Mon cerveau a rattrapé l'information. Tu viens de dire que ta mère donne des petits plaisirs avec ses mains comme métier. Effectivement. J'étais mortifié. J'avais envie de disparaître sur place. Mon visage était brûlant et mon anglais avait complètement disparu. Mon copain a essayé de calmer la situation en expliquant. Elle veut dire que sa mère est artisane. Elle fait des créations, du scrapbooking, de la peinture. Sa mère et sa sœur sont intervenues aussi immédiatement, en disant que c'était évident ce que je voulais dire, que ce n'était pas drôle et qu'il fallait arrêter. Je leur en suis encore reconnaissant. Le déjeuner a continué, j'ai survécu, de justesse. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble, et cette histoire fait désormais partie des traditions familiales. À chaque Noël, quelqu'un finit par reparler de l'incident. Maintenant, j'en rigole. Et ce premier dimanche assis à cette table, j'étais persuadé de m'être ridiculisé de manière irréversible. Dernier détail, je n'ai jamais raconté cette histoire à ma mère. Elle adore la famille de mon mari, même s'ils ne parlent pas la même langue. Et je sais qu'elle serait complètement gênée si elle l'apprenait. Donc pour l'instant, cette histoire reste entre nous et la table de Noël. Enfin, et Internet du coup maintenant. Que des dingueries aujourd'hui. Laquelle vous avez le plus aimé? Dites-le en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo.